Du Parti québécois de Drummond-Boisfranc. Tout d'abord, Mme Job va nous entretenir sur les engagements du Parti québécois en matière d'environnement, d'agriculture et d'agritourisme, et elle sera suivie par la suite de M. Justin Chabot, agriculteur, et de Mme Mylène Bolduc de Drummondville, qui est militante dans le dossier de l'exploitation des gaz de schiste. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être déplacés pour venir assister à cette conférence de presse à Warwick. Warwick, pour moi, c'est une région qui est centrale au niveau du Nouveau-Comté, qui est située en plein cœur de la zone agricole la plus dense ici. Donc, je trouvais que c'était approprié de se déplacer de Drummondville puis de venir tenir la conférence de presse. Dans un premier temps, je tiens à préciser que le Parti québécois a toujours été extrêmement préoccupé par la protection de l'environnement et par le développement des régions rurales et de l'agriculture. Entre autres, dans son premier mandat, c'est-à-dire de 1976 à 1985, le Parti québécois a pris trois actions très importantes qui ont changé le visage de la ruralité. En premier lieu, on a adopté la toute première loi sur la protection du territoire agricole. Après ça, on a adopté la première loi sur l'aménagement du territoire. On a créé le premier ministère de l'Environnement et on a créé ce qu'on appelle le Bureau d'audience publique sur l'environnement. C'était des actions tout à fait progressives, tout à fait novatrices dans le domaine du développement rural. Et ça a démarqué le Parti québécois par rapport à d'autres partis. Aujourd'hui, la préoccupation est la même, mais elle est aussi au centre de notre préoccupation environnementale. Il y a une prise de conscience qui est généralisée de la population par rapport aux effets des activités humaines sur l'environnement. On voit aussi une présence croissante de ces préoccupations, que ce soit dans les milieux de travail, dans les milieux institutionnels, publics, dans les milieux communautaires, dans les écoles aussi. On sensibilise nos enfants à la protection de l'environnement. Et ça, c'est très important. Les municipalités aussi ont fait de grands pas en ce sens. Ils ont mis en place des systèmes, des réseaux de recyclage, mais aussi on en est rendu au compostage à la maison. Et ça aussi, ça va dans une vision de récupération de plus en plus intégrée dans nos habitudes, dans les habitudes de nombreux citoyens. Il y a donc une adhésion positive qui est en augmentation, mais il reste beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. L'objectif du Parti québécois, Mme Normand en a parlé beaucoup et tous les candidats en parlent, s'affirmer, s'enrichir, s'entraider, ça fait partie de notre leitmotiv dans la présente campagne. Entre autres, en reprenant le contrôle collectivement de nos richesses naturelles et en protégeant notre environnement. Au centre du Québec, on n'a pas de forêt, de grandes étendues de forêt. On n'a pas les pêches, le fleuve est loin, mais on a le sol, et on a un lac cultivable. Je suis allée chercher des données importantes, je crois qu'il faut se rappeler, et qui datent de 2009, que j'ai trouvé sur le site du ministère de l'Agriculture. On retrouve 3403 fermes en 2009 au centre du Québec. C'est 12% du total des fermes dans le centre du Québec. Sur le coup, je dis, j'ai dit 12%, c'est beau. Mais quand on regarde ce pourcentage-là, et qu'on le met en relief avec le nombre d'habitants. Au centre du Québec, il y a 230 000 personnes environ. Qui représente seulement 2,9% de la population du Québec. La place de l'agriculture est importante. Je tiens aussi à rappeler que depuis cette période, il se confère à peu près 400 fermes par année. Il y a des agriculteurs qui laissent tomber l'agriculture. Donc, le centre du Québec est une région phare en agriculture et ça inclut naturellement la région de Drummond-Boisfranc. Donc, le premier geste important du Parti québécois pour protéger cette richesse naturelle-là que sont les terres cultivables, ça va être d'adopter un moratoire sur l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste. Premièrement, il y a des zones grises par rapport à la technique de fracturation hydraulique qui utilise une quantité massive d'eau. Et l'eau, c'est aussi une richesse naturelle. C'est une technique d'où on retrouve des émanations atmosphériques toxiques. Par rapport à l'engagement du Parti québécois, c'est de m'assurer que la région de Drummond-Boisfranc
soient officiellement reconnues comme région phare en termes d'agriculture et que ces terres cultivables soient officiellement reconnues comme richesse naturelle, au même titre que la forêt, que l'eau, et que certains minéraux comme l'aluminium, le fer, le zinc, et tout ça qu'on trouve dans le rapport. On a le droit de s'affirmer dans ce sens-là. Et je vais appuyer toute action qui sera possible de faire en ce sens-là. Dans le défi aussi que nous avons au Centre du Québec, c'est la relève dans le secteur agricole. C'est difficile, le monde de l'agriculture. Les cultivateurs travaillent fort. Le marché pour vendre leurs produits n'est pas toujours celui qu'on voudrait. Et un des engagements du Parti québécois dans la présente campagne, c'est de mettre en place un nouveau programme d'aide à la relève entrepreneuriale, notamment pour les producteurs agricoles, et d'adopter une politique sur la souveraineté alimentaire. Les objectifs, ce sont de soutenir les agriculteurs de petites et moyennes entreprises pour assurer leur pérennité et encourager la relève, et de faire passer la consommation de produits québécois issus de l'agriculture, des produits qui soient de qualité et de prix compétitif, de 33 à 50 %. Là, je vais m'expliquer comme il faut. Selon une étude, il semblerait qu'un panier d'épicerie est composé de seulement 33 de produits issus du Québec, de l'agriculture québécoise. Quand une nation est à la merci de d'autres nations pour se nourrir, je pense qu'elle est en situation de faiblesse. Donc, ce que nous voulons, c'est de faire passer du 33 au 50 %. Nous voulons aussi faciliter les démarches pour permettre l'émergence de produits d'appellations contrôlées, pour reconnaître la spécificité des produits québécois, entre autres des produits du terroir. Ça va aussi dans le sens d'un développement structuré de l'agrotourisme, parce que les produits du terroir, c'est intéressant pour le tourisme. La région ici de Drummond-Bois-Franc, la région surtout ici autour de Warwick, est en mesure de produire des produits d'appellation contrôlée, des produits de terroir, et je pense que ça, il y a une place pour aller plus loin dans ce sens-là. On va aussi renforcer la loi sur la protection des territoires et des activités agricoles en évitant la spéculation foncière versus l'étalement urbain. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est que les agriculteurs soient propriétaires de leurs terres et non pas locataires. Je voudrais aussi, et moi, dans le fond, j'ai une vision de la région aussi qui est beaucoup comparable à un développement comme la région de Baie-Saint-Paul. Vous savez, avec les arts, la culture, l'agriculture, l'agriculture biologique, tout ça, il y a un créneau ici, on pourrait aller beaucoup plus loin dans ce sens-là. Donc, à travers ces deux engagements du Parti québécois, moi, je m'engage personnellement à appuyer les agriculteurs du comté pour qu'ils obtiennent leur juste part du nouveau programme d'aide à la relève et à favoriser l'émergence de projets novateurs en agrotourisme, répondant à un créneau d'excellence régionale en travaillant de concert, naturellement, avec les intervenants de la région, que ce soit entre autres Tourisme au Centre du Québec ou les intervenants touristiques locaux, la Conférence régionale des élus, le CLT et d'autres intervenants qui travaillent dans ce domaine-là. Le comté de Drummond-Bois-Franc comprend 20 municipalités qui se trouvent pour la plupart en zone rurale. Je suis moi-même originaire d'une région très rurale. Je suis arrivée au Centre du Québec il y a 15 ans. Je suis originaire de Natal. Pour moi, le développement économique en zone rurale est important et je peux assurer les agriculteurs et les environnementalistes de mon engagement, de mon soutien et de mon écoute afin que le comté de Drummond-Bois-Franc devienne un des comtés les plus prospères en matière d'agriculture et d'agrotourisme grâce à une vision qui va être basée sur la protection de l'environnement, le développement durable et sur la concertation utile. Et par le fait même, étant donné que j'ai des journalistes devant moi, je fais appel aux intervenants de la région qui auraient déjà des projets sur leur table à dessin. Moi, je n'arriverai pas avec des projets. Je pense que les intervenants du milieu connaissent bien la région, connaissent la force, connaissent leur faiblesse. Ils sont capables de m'amener des projets et moi, je m'engage à les regarder et à les soutenir si jamais on considère qu'il y a un réel potentiel de développement. Voilà, je vous remercie. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Vous passez un bel été? C'est chaud. Dites-moi pas le contraire. Si vous ne passez pas un bel été, c'est parce que vous n'avez pas la même météo que moi. Alors, moi, je me présente. Je m'appelle Justin Chabot. Il y en a qui me connaissent comme M. Chabot me connaît sous le nom de Justin Lefermier, quand il vient me voir à la ferme d'Automne.
Donc, moi, je suis agriculteur, je suis conseiller en mise en marché des graines pour une compagnie québécoise qui a son siège social à Montréal aussi. Je suis conseiller municipal à la municipalité de Saint-Albert depuis 10 ans environ. Et je suis surtout, je tiens à le préciser, père de 2 enfants, de 10 et 8 ans. Et cette semaine, j'ai reçu un appel on me demandait de venir faire une allocution pour le Parti québécois et de parler d'agriculture. J'ai dit, tiens donc, quel hasard, c'est un dossier que je connais quand même bien, donc ayant navigué là-dedans depuis toujours. Mais je suis resté un peu surpris quand même, parce qu'on me demandait de prendre un parti en tant que tel, de prendre une décision, de choisir un parti. Donc, comme la plupart du monde, moi, j'attends toujours le jour des élections pour me décider. Et là, on me disait justement, bon, je dis, OK, c'est correct. Prendre une position pour un parti, c'est une chose, et de le faire publiquement aussi, c'est une autre affaire. Donc, c'est ça qui m'a amené aujourd'hui. Alors, je me suis posé la question suivante. Pour moi, un bon parti, c'est quoi? Mais un bon politicien, c'est quoi aussi? Donc, c'est sûr que je fais un peu de politique depuis 10 ans, là, au niveau municipal, on en parlait tantôt. Et un bon politicien, pour moi, c'est quelqu'un qui est proche de son monde. C'est ce que j'ai dit à M. Bourgault quand on s'est entretenu, quand on était au téléphone. Et j'ai dit à M. Bourgault, si c'était possible pour moi de parler à Mme Jean, ça me ferait bien plaisir, ça me mettrait en confiance, etc. Puis 1 heure ou 2 plus tard, le téléphone sonnait, puis Mme Jean s'adressait à moi. On a parlé une demi-heure de temps, on a appris à se connaître. Et puis, après ce téléphone-là, j'ai dit, il faut que je fasse mon travail d'électeur, en fait. J'ai regardé ce qui se faisait un peu aussi au niveau des partis politiques en matière d'agriculture. Et j'ai finalement pris ma décision. Et ce qui m'a attiré du côté du Parti québécois, c'est surtout la politique de souveraineté alimentaire. Vous savez tous comment c'est difficile de gagner sa vie en agriculture, puis d'avoir un parti, comme Mme Jeanne l'a dit, qui va s'intéresser à cet aspect-là. Ça va permettre aux municipalités rurales, aux communautés rurales de se développer, de se diversifier et surtout de bien occuper son territoire. Ça, c'est très, très, très important pour ma part. Vous savez qu'être agriculteur, c'est gérer bien des choses, c'est gérer la météo, c'est gérer du capital humain, c'est gérer du capital financier. C'est aussi agir en fonction des contraintes environnementales. Puis être agriculteur aussi, c'est gérer les sentiments. Vous savez, ces fermes-là, on les a bâties de nos mains. C'est comme nos bébés, on les a construits, on a fait avec, on a vécu des tempêtes, on a vécu des beaux moments. Des fois, on apprend des décisions qui nous déchirent le cœur. C'est nos bébés, on les a construits. Et donc, c'est ça, gérer des sentiments en agriculture. Et l'agriculture, c'est aussi gérer la relève. Moi, je fais partie de la relève, mes enfants font partie de la relève. Et moi, je crois sincèrement, encore plus aujourd'hui, que le PQ est à la hauteur des attentes des agriculteurs centricaux. Ça, je suis convaincu de ça. Alors, pour ma part, le 4 septembre prochain, je vais voter pour Annie Jean. Je vais le faire pour moi, je vais le faire pour mes enfants. Je vais le faire pour l'agriculture en général, je vais le faire pour la bonne occupation du territoire, pour avoir une relève forte, une relève instruite, puis une relève qui va avoir les moyens de se prendre en main. Bonjour. Moi, c'est un titre personnel aujourd'hui que je vais vous parler parce que c'est certain, je fais partie de l'interrégional, le grand regroupement de la vallée du Saint-Laurent. Mais nous avons pris position, une trêve durant la campagne électorale pour ne pas avoir de litige avec le directeur général. Donc, c'est à mon titre personnel. Et vous m'excuserez, le dossier des gaz de schiste est un énorme dossier. Il faut savoir de la chimie quasiment, il faut savoir de l'environnement, les textes de loi. Donc, je me suis préparé un texte pour bien cerner l'ensemble des dossiers. Donc, je me nomme Nina Bolduc. Je suis résidente de Drummondville et engagée dans la lutte contre les gaz de schiste depuis près de 2 ans. Je donne mon vote au Parti québécois. Leur position sur le sujet a toujours été claire pour moi, celle d'un oratoire.
Le printemps dernier, 37 125 signatures ont été déposées par Mme Martine Ouellet au Parlement. Les signatures représentent la non-acceptabilité sociale de la venue de cette industrie. Mes craintes et mes inquiétudes sont tout à fait légitimes, tout comme celles des milliers de citoyens. Le fait d'avoir côtoyé des citoyens vivant à proximité de cette industrie, des citoyens québécois, et j'ai fait aussi un voyage en Pennsylvanie en octobre dernier, et je m'apprête à faire mon prochain voyage en septembre prochain. Donc, le fait d'avoir côtoyé des citoyens, j'ai pu me faire une bonne idée de ce que deviendrait un milieu de vie avec la venue de cette exploitation par fracturation hydraulique. Les gens que j'ai rencontrés en Pennsylvanie ont été catégoriques quant aux dommages que l'industrie a entraînés dans leur vie. Ils doivent prouver, hors de tout doute, que ce sont les forages, les gazières qui ont contaminé leur eau. Dans cette lutte David contre Goliath, ils doivent affronter l'intimidation de la part des compagnies jusqu'à la négociation de leurs droits. Les citoyens nous ont raconté que seulement 5 jours après le début des forages, ils ont ressenti plusieurs symptômes, dont les maux de tête, les saignements de nez, les tremblements. Par la suite, des problèmes hépatiques se sont manifestés. On nous a rapporté des histoires d'horreur, des gens qui perdent leurs cheveux. Habituellement, on perd nos cheveux quand on est vieux, pas quand on est jeune. Je présume que vous n'aimeriez pas voir vos enfants malades. C'est ce qu'on a vu en Pennsylvanie. Des animaux malades, ou même morts. Des problèmes respiratoires, ça je l'ai vécu. En allant sur les sites là-bas avec le HES, mais ils nous disent ici au Québec qu'on n'a pas le HES, c'est le souffle. Mais je l'ai senti en visitant simplement les sites, qu'il y a des gens qui vivent continuellement à côté de cela. Des évanouissements, si une douche prend plus de 5 minutes, vu la présence du baryum dans l'eau. Ils leur disent même en hiver, en Pennsylvanie, vous ouvrez vos fenêtres quand vous prenez une douche, puis allumez pas aucun feu. Ils nous installent un petit vent supposément pour ventiler la maison. Les scientifiques de l'Université de Cornell nous ont partagé leur inquiétude face à la hausse des problèmes de santé dans les régions les plus touchées par l'industrie. On commence à parler d'un embargo auprès des médecins de ne pas divulguer les maladies qui se rapporteraient. C'est les compagnies, les lobbying qui commencent à faire ça. Donc, on voit parfaitement l'arrogance des gazières de toujours taire les informations légitimes qui devraient nous revenir à nos citoyens. Au-delà des problèmes de santé, bien des pertes financières ont été relatées. Perte de production laitière, parce qu'il n'y a plus d'eau potable. Ou encore une certification biologique, parce que l'on retrouve des contaminants chimiques. Vous perdez votre certification bio, vous la perdez, vous ne pouvez pas la réacquérir. L'impact sur le développement du volet agro-touristique qu'on parlait, qui serait favorable de développement dans la région, est grandement touché par les milliers de camions qui circulent sur les routes. Un midi, nous avons dîné, ils savaient qu'on était là. Donc, le trafic, les citoyens nous disent « Ah, on est content, aujourd'hui, on est en paix, il y a beaucoup moins de véhicules. » En 1 heure, il y a eu pas moins de 40 camions qui ont passé au centre-ville de Troyes, en Pennsylvanie. Donc, ça fait en sorte que la cohabitation entre l'industrie et l'agriculture n'est pas viable. Les citoyens ont pu constater encore l'arrogance des gazières qui exigent des clauses de confidentialité de la part de ceux qui veulent avoir de l'eau potable. Sans cette entente, l'approvisionnement en eau potable peut coûter jusqu'à 2 000 $ par mois pour une famille de 4. On a rencontré Christa Stuart qui vit ce phénomène. Les gens qui veulent vendre ou quitter la région, ils doivent affronter une énorme dévaluation foncière. Donc, une maison qui peut valoir 160 000 et aujourd'hui sur le marché peut-être à 9 000 $. Mais qui voudrait acheter une maison où il n'y a plus d'eau potable en plein milieu de puits de gaz de schiste? La question des assurances aussi se pose quand vous voulez vendre votre maison. Les assurances couvrent-elles les dommages causés par un accident ou une explosion due à l'industrie? Il semblerait que non, autant en Pennsylvanie qu'au Québec. Parlez-en des résidents de Saint-Louis, ici sur le Richelieu, au Québec, qui ont vécu en pleine nuit l'explosion, on appelle ça un blowout, excusez l'anglicisme, mais c'est comme ça qu'ils appellent ça.
En plein cœur du village, le puits a été foré à 100 mètres des maisons parce que l'industrie ne voulait pas attendre la permission de la CPTH. L'institution financière acceptera-t-elle de renouveler l'hypothèque de ces maisons? La municipalité percevra-t-elle les mêmes taxes s'il y a d'évaluation foncière? Vous savez, il y a 31 puits au Québec. 18 ont été fracturés, mais 19 ont eu des fuites. Avec la venue de l'activité par fracturation hydraulique, une municipalité aura l'obligation de se doter d'un plan d'urgence. Mais en aura-t-elle les moyens? Surtout quand on ne sait pas quels sont les produits qui sont mis en sol. Donc, un camion rempli de produits chimiques qui explose ou qui a un accident, parce que ça aussi, ils le taisent aux États-Unis, les accidents ne sont pas relatés par les journalistes, ils ont mis des gardiens de sécurité. C'est comme leur police à eux-mêmes, donc c'est eux qui s'arrangent avec ça. Donc, la population qui reste sur la rue le sait, le voit, mais la population des municipalités n'est pas nécessairement au courant par le bouche à oreille. Cette industrie n'est plus confinée entre quatre murs d'une bâtisse, ni dans un parc industriel. Elle est dans votre cour, dans votre maison, dans votre milieu de vie. Toutes les infrastructures se retrouveront ainsi aussi dans le paysage québécois, soit les bassins d'eau de forage et de fracturation. C'est deux sortes de liquides, un plus toxique que l'autre, mais un aussi dommageable que l'autre. Les stations de compression non négligeables. Les sites d'entreposage de machinerie à l'entrée et aux sorties des villages. Les carrières, parce que ça prend énormément de roches pour faire la plateforme de forage. Les sites de dépôt de silice, on a vu un site de dépôt de silice à côté d'une garderie, d'un cimetière, d'une école secondaire et d'un vignoble. Ça, je trouve ça inadmissible parce que ce n'est pas des sacs. La silice cause la silicose, qui est une maladie irréversible, et c'est à côté d'une garderie, d'un centre de petite enfance. Donc, les vents dominants emportent ça vers... en tout cas, vous pouvez imaginer qu'est-ce qu'il y a. Donc, les sites de dépôt, les produits chimiques et les kilomètres de gazoducs. On a vu des forêts. La Pennsylvanie ressemble un peu ici. C'est un peu montagneux, c'est très bucolique. Les flancs de montagne séparés. Ensuite de ça, l'agriculteur qui va aller labourer ou travailler sa terre. Ici, au Québec, on a des normes par rapport au gazoduc. Certains vont le vivre avec Pipeline Saint-Laurent, on le voit déjà. Donc, il va falloir faire le détour. On va se retrouver avec des moissonneuses batteuses qui vont prendre la route 116 parce qu'elle ne peut pas avoir accès à son champ parce qu'elle ne peut pas passer par-dessus le gazoduc qui est enfoui sous le sol. Il y a une délimitation aussi qui a le droit de récolter aux abords. Donc, le propriétaire terrien part une certaine quantité de terre. Les gens partant aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculture qui va de l'avant. La croissance des agriculteurs ne s'en va pas en montant, s'en va en descendant. Alors, partout, les gens se soucient de l'eau potable, de l'importance de cette ressource vitale. Que dire des produits chimiques utilisés lors de la fracturation? Le tout petit 1% que l'industrie clame représente en réalité 150 000 litres de produits chimiques. On a eu de l'eau de forage de traité, mais malheureusement, la Ville ne nous a pas donné la bonne information. Puis en cherchant dans nos comités, on s'est rendu compte que c'est de l'eau de fracturation que nous avons eu de traité à Drummondville. Je remercie énormément les dossiers qui ont été mis en branle pour résilier le bail, excusez-moi. Mais n'empêche que ça pourrait arriver ici. L'industrie commence à dire qu'ils vont installer eux-mêmes des stations d'épuration des eaux. Mais présentement, au Québec, l'Institut national de santé publique du Québec ne considère pas qu'il y a des études valables pour savoir comment traiter cette eau. L'industrie ne spécifie que par dissolution. Donc, c'est une dilution carrément. Les produits chimiques restent là, mais quand ils font les tests, ça ressort sous les normes. À vous de juger. Avec tout ce que l'on sait, le principe de précaution prévaut pour la sécurité de l'environnement et pour la santé des habitants. Le choix simple d'un moratoire. C'est pourquoi je donne mon vote à Mme Annie-Jean, que je suis certaine qu'elle travaillera pour porter la voix des citoyens qui disent non au gaz de schiste. Et je vous remercie.
questions? À date, la campagne, comment va-t-elle? Est-ce que vous avez fait les 20 municipalités? On est partout? Non, pas partout, mais je suis à Chesterville et à Nord. Je suis ici à Warwick. C'est la deuxième fois que je suis à Warwick. J'essaie de faire, je suis allée à Sainte-Clotilde, j'essaie de faire toutes les municipalités. Je vais toutes les faire d'ici la fin de l'année. Comment est l'accueil à date sur le terrain? Très positif. Okay. Très positif. Les gens veulent du changement. C'est sûr que là, ils ont le choix entre un vaste choix de parti, mais juste à Drummondville, dans Drummond-Boisfond, on est rendu, un matin, j'apprenais, il y a un 9e parti politique. Oui, 9 partis. C'est sûr, ça va faire un long bulletin de vote. C'est sûr que bon, il y a 3 partis qui sont au coup d'écho, qui sont le Parti libéral, le Parti québécois et la CAQ. Les gens veulent du changement. On peut présumer qu'ils ne choisiront pas le Parti libéral. Je le souhaite de tout cœur. Pour ce qui est de la CAQ, ben moi, je vais le dire parce que je veux faire une campagne. J'ai déjà dit au début, je veux faire une campagne sur les idées, mais je pense que c'est important de parler aussi de la vision des autres partis. Pour moi, la CAQ, c'est un PPP. C'est un parti politique privé. Ça a été fondé par un individu avec quelques autres individus. Ils n'ont pas de base démocratique. Le choix des candidats s'est fait par une personne, comme un chef d'entreprise choisit, sélectionne ses candidats. Et il a établi des critères. Entre autres, et là, quand j'ai entendu M. Legault et M. Duchesneau, je suis comme tombée à la renverse. Legault a établi des critères, dont entre autres celui que chaque candidat doit fournir 25 000 $. Donc, il doit aller chercher dans la communauté 25 000 $. Puis je crois que s'il n'arrive pas à aller le chercher, il doit garantir lui-même qu'il va le fournir. Ça ressemble à ça. Et M. Duchesneau, lui, il a un privilège, il ne fournit pas son 25 000 $. Parce qu'il est trop gêné d'aller ramasser dans la collectivité. Donc, M. Legault nous parle d'intégrité et M. Legault n'est même pas intègre par rapport aux propres règles qu'il met en place. Donc, ça, on transpose ça à la gouvernance de l'État. Ça va servir. Oui, il y a un problème d'intégrité. C'est pas vrai que l'intégrité et l'honnêteté au niveau de la CAQ, c'est si clair que ça. Je pense qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans la façon dont M. Legault a orienté son parti. C'est beau.